nous émettons en direct du quartier Kandé. Donc, vous êtes bien dans le studio Touré Kunda, donc de Génération FM, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous saisissons l'opportunité du passage donc des acteurs politiques à Ziguinchor pour échanger avec eux sur des questions d'actualité nationale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans ce studio Dr Abdourahmane Diouf du Rewmi, c'est le porte-parole national du parti Rewmi, donc dirigé par Idrissa Seck. Abdourahmane Diouf qui est dans la région de Ziguinchor depuis ce matin avec un paquet d'activités déroulées. Je rappelle que les auditeurs peuvent nous suivre également en direct sur Facebook, mais également sur YouTube en direct avec le professeur, avec Dr Abdourahmane Diouf, accompagné également de son équipe. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Docteur, nous savons que vous avez un calendrier très très chargé, mais vous avez même l'air très fatigué. Vous avez quand même tenu à venir. Nous vous sommes très reconnaissants et nous vous remercions pour cet acte de considération à l'endroit de la radio Génération FM. Bonsoir Monsieur Ba, c'est moi qui vous remercie infiniment de me donner cette opportunité de m'adresser aux Sénégalais, de m'adresser aux gens, aux hommes et aux femmes de la région de Ziguinchor. Je dois dire que pour moi c'est agréable de me retrouver dans vos studios parce que comme par hasard j'ai accepté il y a quelque temps une invitation Facebook et depuis ce temps je vous suis régulièrement. Et là je suis aujourd'hui honoré d'être parmi vous, de pouvoir discuter avec vous. La fatigue n'a aucune espèce d'importance quand on essaie d'être au service de son pays et c'est ce que nous essayons de faire avec Idrissa, avec la coalition Idy 2019, avec le candidat Idrissa Seck. Et je suis tout à fait à votre disposition pour parler des questions économiques et sociales de notre pays, le Sénégal. Merci Dr Abdourahmane Diouf. En tout cas, on ne vous présente plus dans notre pays. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de vous adresser aux populations de la Casamance qui vous suivent, de Ziguinchor, mais également de la Guinée-Bissau et de la Gambie, donc qui nous suivent également en direct. Bonsoir à nos auditeurs. Docteur, on va démarrer par cet incident aujourd'hui à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Semble-t-il, on vous a refusé l'accès à l'institution alors que vous aviez déjà eu au préalable une autorisation pour y tenir une conférence. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus qu'un incident, c'est une forfaiture, c'est une honte dans un pays comme le Sénégal. J'ai été invité ici à l'initiative des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor et des membres du parti Rewmi qui sont dans la commune, dans le département et dans la région de Ziguinchor. Vous savez que le 3 janvier dernier, nous avons présenté la vision programmatique du candidat Idrissa Seck pour l'élection présidentielle de 2019. Depuis lors, nous avons décliné la vision 1-3-15-45. Nous sommes très sollicités parce que les Sénégalais en ont un peu appris et ils veulent en savoir davantage sur ce que le président Idrissa Seck leur propose quand il sera président de la République. Donc nous sommes venus vraiment fiers et très motivés de pouvoir venir discuter pour toute la population de Ziguinchor, mais plus particulièrement dans une enceinte universitaire. Vous l'avez dit, moi-même je suis docteur en droit, j'ai l'habitude de donner des cours dans des facultés de droit un peu partout dans le monde. Et pour moi, c'était une occasion de venir échanger. Déjà, on venait échanger dans le cadre programmatique. Donc, on parle d'économie, on parle de social, on parle de notre pays. Le thème d'ailleurs, c'était Sénégal d'abord. Alors, quand nous sommes arrivés, les étudiants ont jugé utile de nous inviter à venir manger au restaurant, ce que j'ai accepté avec énormément de plaisir. J'ai été moi-même étudiant dans une autre vie. Donc, j'ai été très content de pouvoir aller là-bas. Et le directeur du CROUS, d'après les informations qu'on nous a données, nous a facilité la tâche. Quand nous avons été là-bas aussi, les agents du CROUS nous ont facilité la tâche. Nous avons pu échanger, manger avec des étudiants. Par la suite, nous sommes entrés dans leur chambre, nous avons discuté avec eux, nous avons recueilli leurs commandes et leurs doléances. C'est quand nous sommes partis, par la suite, que le représentant des étudiants de Rewmi ici, qui s'appelle Mamadou Dia, nous a dit qu'il a reçu un appel du recteur, directement du recteur. Donc, il n'y a même pas eu d'intermédiaire. Et le recteur lui a dit que je viens de savoir que votre conférence a des connotations politiques et pour cette raison, je vous interdis la salle. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le matin même, les étudiants ont reçu une autorisation écrite. La lettre est datée, si je ne m'abuse, du 16 janvier, mais c'est le matin même, au moment de ma venue, qu'ils ont reçu l'autorisation. Donc, ça a été donné en connaissance de cause.
Parce que quand les étudiants ont déposé leur demande, ils ont clairement indiqué que ce sont les étudiants de Réumi de l'université qui organisaient la manifestation et que c'est Abdourahmane Diouf, le porte-parole du Réumi et du candidat Idrissa Seck, qui venait décliner la vision programmatique. Donc il n'y avait pas de problème. Dans la lettre que j'ai vue moi-même, on y a dit que les cours s'arrêtent le samedi à 13h et que donc l'autorisation était acceptée. Et que la seule raison qui pouvait expliquer le retrait de l'autorisation, c'était qu'il y ait des cours à partir de 13h. Non seulement il n'y a pas eu des cours à partir de 13h dans la salle, mais le recteur lui-même a notifié de façon verbale aux étudiants que la raison était politique. Cela nous a énormément surpris. Je dois rappeler pour le contexte qu'il y a 3 jours, le mercredi dernier, j'étais à l'université Gaston Berger où j'ai fait exactement la même conférence avec le même thème, avec des professeurs, avec tous les membres des partis politiques, avec des étudiants. Ça n'a pas posé problème. Moi-même, je racontais tout à l'heure aux étudiants que quand j'avais été étudiant à l'époque, tous les hommes politiques sénégalais d'envergure, je les ai connus dans l'enceinte universitaire parce qu'ils venaient faire des conférences. Donc cela m'a beaucoup étonné, surpris, j'étais complètement ahuri de savoir que le recteur d'une université, d'une académie aussi prestigieuse que Assane Seck de Ziguinchor puisse en arriver à ces considérations politico-politiciennes et nous interdire de nous exprimer. Maintenant, ça pose un certain nombre de problèmes dans le management du Sénégal. Moi, j'allais vous poser la question, quand on sait justement que le recteur est un responsable du parti au pouvoir, l'APR. C'est le gros problème. Vous savez, récemment, je dis très souvent que le président Macky Sall a des problèmes de casting, des problèmes de coaching et des problèmes de monitoring. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui qui le montre. L'université est un monde certainement pas à part, mais c'est un monde de dialogue, c'est un monde d'intelligence, c'est un monde de convergence d'idées, c'est un monde même de contradiction du point de vue intellectuel. L'université a une autonomie et le recteur est certes nommé par décret, mais le recteur c'est quelqu'un aussi qui a fait des humanités, qui a eu la possibilité d'avoir des contradictions intellectuelles et qui est engagé. Donc c'est quelqu'un qui doit pouvoir accepter un discours, même si c'est un discours contraire dans l'enceinte universitaire. Que le recteur en arrive à avoir cette attitude d'un politicien des bas quartiers de nos villes, je pense qu'il y a des questions quand même à se poser. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, au-delà de ce comportement individuel d'un recteur qui n'a pas su être à la hauteur, c'est que dans notre pays, dans notre démocratie, nos libertés sont en train d'être prises les unes après les autres. L'opposition dans ce pays ne peut plus manifester. L'opposition ne peut pas avoir au fichier électoral. L'opposition ne peut pas s'exprimer. Le régime est en train de s'organiser pour que toutes les victoires démocratiques que le Sénégal a conquises sur les 50 dernières années, le régime est en train de s'organiser pour les reprendre juste parce qu'il y a un homme qui nous dirige, le président Macky Sall, qui a l'ambition de faire un deuxième mandat, coûte que coûte et quel que soit le prix qu'il devra payer. Et ça, nous n'allons pas l'accepter et j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, on va en reparler. Nous avons cherché à joindre le recteur avant d'entrer dans ce studio, mais son téléphone sonne dans le vide. Docteur Abdourahmane Diouf, l'actualité aussi, c'est depuis hier, ces jeunes de Guédiawaye dont on est toujours sans nouvelles à la veille de la visite de Macky Sall au niveau de la banlieue. Comment comprendre cette situation au niveau des Réumi? Comment vous l'analysez? Alors, tout cela entre dans le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons élu un président. Si vous regardez aujourd'hui les membres de l'opposition, une opposition significative pour ne pas dire toute l'opposition, ce sont les personnes, les hommes et les femmes qui en 2012 étaient avec le président Macky Sall à la place de l'obélisque, à la place de l'indépendance pour mener un combat démocratique. J'en faisais partie, j'étais là-bas tous les jours. Le candidat Idrissa Seck à l'époque s'était sacrifié pour respecter sa parole de travailler pour que le candidat Abdoulaye Wade à l'époque ne présente pas sa candidature pour un troisième mandat. Le candidat Macky Sall qui était au deuxième tour a bénéficié du soutien de toute la classe politique à l'époque. Et nous ne le faisions pas pour Macky Sall, nous le faisions pour respecter notre parole, nous le faisions pour le respect des principes démocratiques dans notre pays. Quand nous avons vu qu'il a commencé à dévisser, nous de Réumi et Idrissa, nous avons quitté. Tous les autres ont quitté par la suite. Et quand il s'est rendu compte, après s'être dédié sur son mandat de 5 ans, qu'il n'avait plus les capacités économiques, politiques et sociales de faire un bilan qui lui permette de rempiler, il a commencé à travailler à une victoire technique. Cette victoire technique, nous en parlons depuis plus d'une année. J'ai l'impression des fois que les gens n'écoutent pas ou les gens n'entendent pas. Le monsieur, il s'est organisé pour qu'au soir du 24 février, il puisse
dérouler, déclarer une victoire qui ne sortirait pas des urnes, mais une victoire qu'il a travaillé à construire minutieusement en ne respectant pas les règles du jeu. Et ce qui s'est passé à Guédiawaye entre dans ce registre. Aujourd'hui, on nous a mis un conseil constitutionnel qui, je l'ai déjà dit, a été complètement manipulé à travers un logiciel formaté depuis le ministère de l'Intérieur qui sort les résultats commandités par le ministère de l'Intérieur et qui des résultats qui sont adoubés, donc cautionnés par les décisions de justice du juge. Le juge est en train de prendre des décisions qui n'ont absolument rien à voir avec le contrôle juridique qui lui est dévolu à travers ses prérogatives du Conseil constitutionnel. Mais le résultat qu'on a là fait que les hommes politiques sont dans une très grande frustration. Parce que si vous êtes éliminé parce que vous n'avez pas le nombre de parrains, si vous êtes éliminé parce que vous n'êtes pas suffisamment populaire, vous pouvez l'accepter, c'est votre défaite. Vous l'acceptez avec humilité. Mais si vous avez conscience d'avoir fait tout ce que vous devriez faire pour avoir le stock de parrains nécessaire, et qu'on vous refuse cette légitimité de présenter votre projet de société aux Sénégalais, cette frustration-là, je ne le justifie pas, mais peut expliquer le comportement violent d'un certain nombre de jeunes. Je vous donne juste un exemple. Le fait que, s'il vous manque, un certain nombre de parrainages n'a pas été accepté, par exemple pour les parrains pour lesquels il y a des erreurs matérielles, le fait que le Conseil constitutionnel décide lui-même que ces parrains-là, pour lesquels il y a eu des erreurs matérielles, ne peuvent pas être remplacés, ce n'est pas dans la loi, c'est une interprétation unilatérale du Conseil constitutionnel qui décide que même si vous avez 40 000, 50 000, 65 000 stocks de parrains en réserve, vous ne pouvez pas remplacer ces parrains-là. Ça, c'est leur interprétation. Et c'est une interprétation qui leur a été dictée par l'exécutif pour éviter que les gens qui pourraient être un problème pour le pouvoir lors de l'élection présidentielle soient écartés. Donc, vous prenez Gakou qui est écarté pour 500 parrains alors qu'il a un stock de 40 000 parrains. Comment pouvez-vous expliquer ça en démocratie? Maintenant, encore une fois... On a voulu vous écarter pour 18 parrains. Ils ont essayé, nous savons, pour 8. Pour 8. Nous le savons, nous savons que s'ils avaient eu suffisamment de cran, il nous aurait écartés parce que le monsieur en question, il n'a aucune volonté d'avoir un certain nombre de candidats devant lui. Mais le message, moi, que je lance, c'est que les Sénégalais, les populations sénégalaises doivent comprendre que ce n'est pas un combat d'Idrissa Seck ou de Karim Wade ou de Khalifa Sall ou de Malick Gakou, c'est un combat citoyen qu'on doit mener. Comme le peuple sénégalais s'était soulevé en 2012 pour travailler au respect des principes républicains et à ce que Macky Sall soit président de la République. Ce même peuple-là doit travailler au respect des règles de candidature pour que, si Macky Sall gagne, nous l'acceptons sans difficulté, mais s'il perd, que l'autre candidat qui a gagné puisse accéder à la présidence de la République et que le président Macky Sall ne nous imprime pas le rythme qui lui convient parce que nous sommes quand même en démocratie. Docteur Abdourahmane Diouf, à vous entendre aujourd'hui, vous voulez que la population prenne conscience, mais également manifeste un peu sa désapprobation avec ce régime. Mais est-ce qu'à ce rythme, vous pensez que les jeunes auront cette audace de dire non, comme ça a été le cas en 2012, à chaque fois que le chef de l'État doit se rendre quelque part, que les agitations soient réprimées? Je pense que c'est Sankara qui disait que seule la lutte libère. Nous sommes dans un pays où il y a une respiration démocratique régulière. Nous n'avons jamais demandé aux jeunes ou aux femmes de ce pays de se soulever. Quand bien même le président Macky Sall, lui, il l'avait fait en 2012 quand il était dans cette situation. Sa page Facebook contient encore cette mention où il demandait à l'armée d'intervenir s'il le fallait pour rétablir la dignité républicaine. Nous n'irons pas jusque-là. Mais je pense que puisque nous avons eu la dignité de vivre dans l'opposition pendant 7 ans, les populations sénégalaises ont eu la dignité d'accepter toutes les souffrances pendant 7 ans, on est à une phase de respiration démocratique. Cela signifie que tous les moyens que nous avions donnés à Macky Sall, tous les moyens que les populations sénégalaises ont donnés à Macky Sall, les moyens politiques, les moyens humains, les forces de défense et de sécurité, la logistique, tous ces moyens-là, nous les avons donnés à un homme qui nous représentait. Nous sommes dans une démocratie représentative. Il est arrivé un moment où cet homme doit remettre son mandat en cause. S'il ne respecte pas les règles du jeu qui lui ont permis lui-même d'être président, c'est au peuple de venir le déloger dans le respect des principes républicains. Donc si les Sénégalais restent chez eux en considérant que c'est un combat entre hommes politiques
et que ce ne sont que les hommes politiques qui vont bénéficier de cette situation, je pense que c'est une erreur. Nous, opposition, nous devons faire le travail de conscientisation, mais la pression doit être tellement forte sur le régime actuel qu'il n'aurait aucune autre possibilité que de respecter les règles du jeu. Et nous savons qu'en respectant les règles du jeu, le président Macky Sall n'a aucune chance de gagner cette élection présidentielle. Abdourahmane Diouf, l'actualité aussi, c'est, j'ai parcouru quelques sites en ligne qui titrent Dimanche de tous les dangers. On sait que c'est demain, normalement, que la Cour suprême doit donner son avis sur le recours de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces deux candidats-là ont de la chance avec tout ce que l'on a connu avec le Conseil constitutionnel? Normalement, c'est des candidats qui ont de la chance. Nous considérons qu'ils sont encore dans le jeu. Et tant qu'on n'aura pas la décision définitive du Conseil constitutionnel, nous considérons qu'ils sont encore dans le jeu. Mais je viens de vous faire le raisonnement pour vous dire que ça fait longtemps qu'on est sorti du domaine du droit. Et moi, quand j'en parle en tant que juriste qui enseigne le droit, j'en ai honte. Parce qu'aujourd'hui, quand même, dans ce pays, il y a des professeurs de droit, constitutionnel notamment, qui ne peuvent plus regarder les étudiants droit dans les yeux. Parce que ce qu'ils sont en train de leur apprendre en première année de droit, le droit constitutionnel s'apprend à première année de droit. Ce que les étudiants appellent la licence 1 est totalement en contradiction avec ce qui est en train de sortir des officines du Conseil constitutionnel. Et pourtant, ce sont des hommes et des femmes éminents, des juristes éminents qui y sont, mais qui travaillent sous commande. Le Conseil constitutionnel sénégalais, malheureusement, a toujours été à la solde du pouvoir exécutif. Ça a été tout le temps avec le président Senghor, avec le président Diouf, avec le président Wade. Nous avions pensé maintenant qu'avec Macky Sall, nous allions franchir un cap. Ce cap-là n'est pas franchi. La seule fois que le Conseil constitutionnel a pris le contre-pied du président de la République, c'était pour lui faire plaisir. Il a pris le contre-pied du président de la République en lui disant « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire un mandat de 5 ans. Comme vous l'avez annoncé, vous allez faire un mandat de 7 ans. » C'était la seule fois et c'était encore pour lui faire plaisir. J'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, en Afrique maintenant, il y a 2 écoles de droit constitutionnel. Il y a l'école de Yaoundé de la Côte d'Ivoire que vous connaissez très bien. Yaoundé, c'est le président du Conseil constitutionnel ivoirien. Le célèbre Conseil constitutionnel qui a été capable de prendre les décisions qu'il a prises et de plonger la Côte d'Ivoire dans ce chaos complètement. Mais récemment, vous avez aussi l'école de David Maraga. David Maraga, c'est le juge du Conseil constitutionnel kenyan qui a été capable de prendre une décision à l'encontre du président en exercice, quand bien même c'est ce président en exercice qui l'avait nommé. Donc les juges du Conseil constitutionnel du Sénégal ont à choisir entre cette dignité républicaine en ayant conscience qu'ils ont été mis en place, oui, par décret par un président de la République, mais qu'ils ont un parcours qui ne doit absolument rien à Macky Sall et qu'ils doivent travailler à l'intérêt du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui ne doit pas basculer. Si le Sénégal venait à basculer, ce serait la responsabilité du président de la République. Parce qu'il a autorité sur nous, mais il a surtout entre ses mains les règles du jeu qui nous permettent d'avoir une respiration démocratique régulière. Que personne ne vienne dire à l'opposition que vous seriez responsable demain des troubles à l'ordre public. Parce que la gestion de l'ordre public est entre les mains du président de la République. C'est comme souvent dit Idrissa Seck. Imam bi, bu djoubalé rek, sap yi djoub. Bu sap yi djouboul, il ne faut pas chercher la solution dans l'indiscipline de ceux qui sont derrière, mais c'est parce que l'imam lui-même, le président Macky Sall, n'a pas été capable de djoubal pour ñen ñu top ci. Et c'est la responsabilité de l'État. Donc oui, il y a un risque évident que demain, le nom de Khalifa Sall ne figure pas sur les listes, le nom de Karim Wade ne figure pas sur les listes, contre toute logique juridique, surtout pour le cas de Khalifa Sall, dont tout le monde sait, y compris les étudiants en première année de droit, qu'on n'a pas encore une condamnation définitive. On voit le ministre de la Justice qui s'agite, sur commande, on voit le ministre de l'Intérieur qui s'agite. Ils sont en train de prendre des décisions qui n'ont absolument rien à voir avec la cohérence juridique, juste pour servir un homme. C'est assez inquiétant quand même que d'éminents intellectuels de ce pays soient tous au service d'un homme en renonçant à leur rigueur intellectuelle. Donc la responsabilité de ce qui pourrait arriver, et on espère qu'il ne va pas y arriver de la violence, mais la responsabilité serait entre les mains du pouvoir. Quelle serait la réaction du Réumi si... Nous sommes totalement solidaires. Ça fait très longtemps que nous disons que nous sommes totalement solidaires de tous ces candidats. Nous avons toujours dit qu'ils sont dans le jeu. Nous avons toujours dit que nous n'allons pas danser autour des scalps.
de ces personnes-là, parce qu'ils sont dans le jeu. Karim Wade, si vous voulez, on en reparle, n'a pas été jugé par une justice impartiale. C'est une justice d'exception qui n'a pas droit de citer dans un régime démocratique comme celui du Sénégal. D'ailleurs, le président Macky Sall a ressuscité cette juridiction pour régler le cas Karim Wade et n'a plus fait état des 24 autres qui étaient sur la liste. C'était une justice ressuscitée sur commande pour régler le problème d'un candidat gênant qui s'appelle Karim Wade. Le cas de Khalifa Sall est encore plus grave. Non seulement on l'a liquidé politiquement, mais au jour d'aujourd'hui, si on respecte la rigueur juridique de son jugement, il a encore la possibilité, le droit d'être candidat parce qu'il a présenté au Conseil constitutionnel qui doit juger sur pièce un casier judiciaire et tout le reste. Donc, face à cette logique politicienne du régime qui tente d'écarter des candidats, je pense qu'il y a une réponse politique et nous sommes solidaires. Si vous avez vu, nous n'avons jamais jubilé parce que nous avons réussi le parrainage. Nous n'avons pas jubilé parce qu'on a accepté que Idrissa Seck est candidat. Nous n'allons pas jubiler non plus si le 20 on nous a dit finalement vous êtes candidat, parce que nous savons que tout ça c'est une grosse farce électorale et nous allons être jusqu'à la fin solidaires avec tous ces candidats recalés et nous espérons que la vraie réponse maintenant arrivera le dimanche 24 février et que les Sénégalais lui donneront la réponse appropriée. Vous l'avez évoqué, Khalifa Ababacar Sall qui perd également son poste de député. C'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. On ne sait pas, finalement, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose entre Khalifa Sall et le président Macky Sall que personne ne comprend. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas comment on peut aller avec un tel esprit d'humiliation pour un homme. On lui a tout pris, Khalifa. On lui a tout pris sauf sa dignité. Heureusement qu'il garde sa dignité. Mais aussi, ça c'est un fait constant du président Macky Sall durant toute sa magistrature. Il s'est fâché avec tout le monde. Il s'est fâché avec tous ses alliés. Il a essayé toroxal ñep. Il a essayé de régner par la force. Il n'a jamais été dans le dialogue politique. Jamais. Et quand bien même il s'est essayé au dialogue politique, ça a duré le temps d'un après-midi où les leaders politiques sont venus faire des déclarations de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, sans terme de référence. Il a décrété la journée du 28 mai dialogue politique. Ça n'a jamais eu de suite. Il a essayé d'avoir un dialogue sur les questions de pétrole et de gaz. Ça a duré le temps d'un après-midi où les gens avaient des temps de parole de 2 à 3 minutes. Ça n'a pas eu de suite. Donc à chaque fois qu'il a été dos au mur, il a essayé de disserter sur le dialogue politique. Il ne fait pas le dialogue politique, mais il fait une dissertation sur le dialogue politique. Et après, quand certains membres de l'opposition de la société civile ont répondu, cela lui a servi de gage pour dire que je suis un homme de dialogue, lors même que les gens ont compris que ce n'était qu'un jeu. Donc c'est un président qui n'a jamais été ouvert, qui n'a jamais été dans le dialogue, qui n'a jamais été dans le consensus, et c'est ça qui est en train de bloquer aujourd'hui la démocratie sénégalaise, malheureusement. Idrissa Seck en a eu pour son compte quand il a quitté la majorité présidentielle. Ensuite, c'était autour de Karim Wade, Khalifa Sall. Aujourd'hui, il y a une levée de bouclier également qui semble se dessiner autour d'Ousmane Sonko, qui est un autre également adversaire politique peut-être très sérieux pour la présidentielle. Vous êtes du même avis? Oui, c'est de l'acharnement. Et si aujourd'hui, Macky Sall, le président Macky Sall, avait le plus petit dossier sur le président Idrissa Seck ne serait pas candidat. C'est parce qu'il a cherché partout, il n'a rien trouvé. Idrissa Seck, je dois le rappeler, c'est l'un des rares hommes politiques sénégalais qui a traversé toutes les étapes des procédures judiciaires et qui en est sorti blanchi avec un non-lieu total. Même le président Macky Sall ne peut pas se prévaloir de cela parce qu'il n'a pas passé les différentes étapes des procédures judiciaires. Il a une présomption d'innocence. Mais rien ne nous dit que si on allait au fond des dossiers, on n'allait rien trouver. Alors que Idrissa, lui, est passé par ces différentes étapes. Donc on sait qu'il est blanc comme neige. Et cet acharnement-là, il l'a fait avec tout le monde. À chaque fois qu'un opposant lui a résisté, il a essayé de lui chercher des poux dans la tête. Ceux qui n'ont pas pu résister, ou peut-être ceux qui ont des choses à cacher, finalement sont allés le rejoindre. Et on a vu que certains sont allés le rejoindre avec aucun enthousiasme, juste parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ceux qui ont le choix sont restés de l'autre côté. Et les plus vulnérables pour des raisons ou d'autres, comme Khalifa Sall ou Karim Wade, ont été condamnés. Donc voilà un homme qui a tout reçu du Sénégal. Le parcours de Macky Sall est le parcours d'un homme politique classique, qui a existé à coup de décret, à coup de générosité du président Abdoulaye Wade.
il l'a fait conseiller spécial, il lui a fait ministre, il l'a fait premier ministre, il l'a fait président de l'Assemblée nationale. Si on sait que le président de l'Assemblée nationale dans notre pays est pratiquement un président qui devait être élu, mais qui est pratiquement nommé, parce que la décision se prend au niveau du palais. Il a tout eu à coup de décret et de générosité du président Abdoulaye Wade. C'est quelqu'un qui a parfaitement bénéficié de l'ascenseur social, qui est parti de rien pour arriver au sommet. La moindre des choses, c'est qu'il nous laisse un pays qui fasse encore rêver ses enfants. Que nos enfants puissent se dire, je suis fils de papa qui était gardien, maman qui vendait des cacahuètes, comme Macky Sall. Ce n'est pas une honte, je trouve même que c'est un mérite, mais que les gens qui ont été de la même stature sociale que Macky Sall puissent penser un jour arriver à son niveau. Mais il est en train de nous enlever ce rêve à nous et à nos enfants. Il est en train de faire de notre démocratie une démocratie bananière. Et ce qui est encore arrivé aujourd'hui à l'université de Ziguinchor le prouve. Et nous en sommes meurtris. Mais les Sénégalais ont toujours su se relever. Les Sénégalais, même quand ils ont eu des fois un genou à terre, ont pu se relever pour régler l'essentiel. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, avec le président Abdoulaye Wade, il y a beaucoup de choses que nous avions acceptées, beaucoup de choses que nous avions tolérées. Mais quand il s'était agi de toucher à la Constitution et toucher à l'essence et à l'ADN de notre démocratie, les Sénégalais s'étaient rebellés. Et je pense qu'on en est actuellement là, dans cette situation, à un mois de l'élection présidentielle, où on peut s'attendre à tout. Ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais si c'est la volonté du régime de faire du forcing, nous allons résister. Alors, docteur Abdourahmane Diouf, vous l'avez dit, on est à un mois de l'élection présidentielle. Nous allons parler du processus électoral en tant que tel. Aujourd'hui, jusqu'à présent, beaucoup de cartes d'électeurs ne sont pas encore disponibles. Leurs propriétaires ne les ont toujours pas. Il y en a plein. À Ziguinchor, il y a eu un réaménagement de la carte électorale. Le président de la République continue de faire la sourde oreille devant cette revendication de l'opposition de retirer l'organisation de l'élection présidentielle au ministre de l'Intérieur. À ce point du processus électoral, est-ce que vous êtes optimiste quant à une organisation transparente? Non, nous ne sommes pas optimistes. Les élections législatives ont été l'une des élections les plus catastrophiques de l'histoire politique du Sénégal, avec les élections locales, je crois, de 1996. Catastrophique. Et ils n'en ont pas eu honte. Et finalement, à l'analyse, on s'est rendu compte que c'est un échec qu'ils ont voulu d'eux-mêmes. Ce n'était pas un échec qui résultait d'une incompétence. C'était du sabotage pour arriver à un résultat. Et c'est pour ça qu'à l'époque, nous avions parlé du résultat technique. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le font pas parce qu'ils sont tunés. Ils le font parce qu'ils veulent arriver à un résultat particulier. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Quand ils se sont rendus compte pour les élections législatives qu'ils ne pouvaient pas gagner Touba, c'était irréversible, ils ne pouvaient pas gagner Touba. Qu'est-ce qu'il leur restait? Diminuer la marge de leur défaite à Touba. Là où vous devez perdre par 50 000 voix, vous allez perdre par 10 000 voix. Donc c'est comme si vous avez gagné 40 000 voix. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont débrouillés pour que les bulletins de vote de la coalition de Maître Wade ne soient pas à Touba. Comment cela peut être imaginable dans un pays que là où le candidat est le plus majoritaire, il n'a pas ses bulletins de vote? Ils se sont débrouillés pour commencer le vote à 13h. Parce qu'ils savent qu'en commençant le vote par 13h, ils peuvent peut-être diminuer par 2 la marge de leur défaite. Ensuite, quand ils ont vu qu'il y a des difficultés à Dakar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inondé Dakar des ordres de mission pour que les militaires puissent voter. Quand ils ont su que sur l'ensemble du territoire national, les primo-votants de 18 ans ne leur étaient pas favorables, ils ont fait les sondages, ils se sont organisés pour que 1 million d'entre eux n'aient pas leur carte. Vous voyez, ce sont des petits détails, des petits couacs pris comme ça. Si vous les prenez isolément, vous avez l'impression que ce sont des détails, mais si vous les mettez ensemble, ça leur donne un système qui amoindrit les résultats de leurs adversaires là où ils sont forts et qui exacerbe leurs propres résultats là où ils sont forts. Et le résultat, c'est qu'ils peuvent vous sortir un résultat sorti des urnes qui leur donne la victoire sans que cette victoire technique ne corresponde à une victoire sociale. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Le parrainage, c'était la dernière étape de la forfaiture. Non seulement ils ont organisé la pénurie des candidats, mais aujourd'hui, sur les clés USB qu'on a remis au Conseil constitutionnel, le président Macky Sall, qui est un candidat, a la géographie électorale du Sénégal. Il sait où se trouvent les électeurs du président Idrissa Seck, où se trouvent les électeurs d'Ousmane Sonko. Et il faut que les Sénégalais se rappellent de ce détail, c'est important. Il a ces informations alors que la carte électorale n'est pas encore stabilisée. Oui, avec les réaménagements. C'est particulièrement important, il faut le retenir. Ils sont encore en train de réaménager. Demain, nous
nous ne serons pas surpris que sur les 53 000 personnes qui ont parrainé le président Idrissa Seck, que vous en ayez la moitié dont les bureaux de vote ont été déplacés en leur insu et qui ne l'apprendront que le jour de l'élection. Imaginez que vous ayez 30 000 votants potentiels d'Idrissa Seck qui doivent voter à Ziguinchor et dont on dit finalement que votre bureau de vote est à Rufisque et qui donc finalement ne peuvent pas voter. C'est 30 000 voix perdues par Idrissa Seck, 30 000 voix pratiquement gagnées par le président Macky Sall. Il le fait aux 4 ou 5 autres candidats. Vous êtes à 20 000, à 100 000, 200 000, pratiquement 8% ou 7% de l'électorat. Et c'est comme ça, c'est par des petits détails comme cela qu'ils vont se renforcer eux-mêmes et amoindrir les chances de l'opposition. Et finalement, c'est comme ce que j'ai dit, ils peuvent arriver à une situation où ils déclarent un résultat, ils vont dire peut-être qu'on a 55%, 56%. Difficilement, ce sera contestable parce que c'est ce qui sort des urnes, mais cela ne va pas correspondre à la réalité politique et sociale. Et c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre au niveau de la pause notamment dirigée par Mme Adama Gueye, au niveau de la structure des C25 qui vient d'être mise en place. Au-delà des programmes que nous allons présenter, peut-être on va en parler tout à l'heure, nous devons avoir un œil sur le processus électoral. Parce que c'est là où il se passe des choses, c'est là où la victoire technique est possible. Et une victoire technique, eux-mêmes le savent, dans les officines du palais, qu'aucune victoire du président Macky Sall au premier tour n'est possible. Ils le savent. Docteur Abdourahmane Diouf, vous êtes également, on va aborder une autre question très intéressante. Vous êtes à Ziguinchor, vous êtes dans la commune de Ziguinchor, dont le maire est Abdoulaye Baldé, récemment donc qui a décidé de soutenir la mouvance présidentielle, une décision qui a surpris plus d'un. Comment, Aurémy, vous avez accueilli ça? Nous aurions aimé que le maire de Ziguinchor, M. Abdoulaye Baldé, reste avec nous dans l'opposition. C'est un homme pour qui nous avons du respect, de la considération. C'est quelqu'un qui aurait pu nous être extrêmement utile dans le combat pour la restauration de la démocratie au Sénégal. Moi, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Je respecte son choix. En espérant, en priant, et j'ai commencé à le faire depuis ce matin, en discutant avec les gens, pour que les gens sachent aussi que voilà, ils ne sont pas des moutons de Panurge et que la décision de leur leader ne les engage pas forcément. Un leader peut avoir un agenda qui ne correspond forcément à l'agenda des citoyens, à l'agenda de ceux qui lui ont donné le mandat. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le maire Abdoulaye Baldé va vers le maquis que ces militants vont aller vers le maquis. Et puisque je suis justement à Ziguinchor, vous me le rappelez, j'y suis depuis ce matin avec beaucoup de plaisir. Si à travers vos antennes, je peux lancer un appel, ce sera cet appel fort aux militants du maire Baldé. J'en ai discuté avec quelques-uns tout à l'heure au téléphone, j'en ai reçu même quelques-uns. Pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas donner leur nom, mais je leur disais que nous les soutenons, nous les accueillons à bras ouverts, qu'ils n'ont aucun intérêt à aller vers le maquis parce que c'est un pouvoir finissant, parce que c'est un pouvoir qui ne leur proposera aucune alternative et que ça ne leur apportera rien d'avoir résisté pendant 6 ans et demi, pendant 6 ans, 9 mois et de devoir capituler au dernier mois. Voilà. On va aborder une question également, c'est sur la gestion de la paix en Casamance. Le président de la République, Macky Sall, a opté pour le déploiement des infrastructures. Dans 2 jours, il va inaugurer le pont de Farafenni, un vieux rêve qui se réalise avec d'autres investissements conséquents dans le cadre des enclavements. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que le président de la République a fini de convaincre le Sud d'adhérer à sa politique, à sa vision pour les prochaines années? Je ne vois pas la vision. Je vois un pont qui a été fait. J'ai eu l'honnêteté avec nos équipes de dire bravo, le pont a été fait. Mais pour l'histoire, il faut rappeler que quand Idrissa Seck a été Premier ministre en 2003, les coupures de journaux sont disponibles. Oui. Il avait déjà réglé ce problème sur le principe. Il faut savoir que pendant longtemps, nous avons eu un voisin assez encombrant, en la personne du président Yaya Jammeh, qui n'a jamais voulu de cette infrastructure. Donc ce n'était pas une question de manque de volonté politique, ça n'a pas été une question de moyens, ça a été une question stratégique du président Jammeh qui n'a jamais voulu de ce pont. Et le président Macky Sall a eu la chance, peut-être la baraka, de tomber sur un autre président qui lui a facilité la tâche. Donc oui, bravo au président Macky Sall de l'avoir fait parce que ça va avoir beaucoup de retombées économiques positives pour la Casamance, mais aussi bravo au président Idrissa Seck qui a impulsé cette procédure à l'époque et qui a convaincu toute la classe politique de la nécessité d'avoir ce pont. Maintenant, sur les autres questions, moi je ne vois pas la vision. Bofa Bayotte, on en parlait tout à l'heure. Nous avons été meurtris de voir que des fils du Sénégal ont été tués
Et on n'a pas pu entendre notre président. Je le dis toujours sous le ton de la boutade que notre président ne nous parle pas. Si le président Macky Sall était réellement impliqué dans le processus de paix au Sénégal, il aurait eu une réaction extrêmement forte à l'époque. Une réaction qui aurait montré qu'il s'est investi pour le processus de paix, qu'il connaît des couacs et que lui-même prend ses responsabilités. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan. Il s'est trouvé juste qu'on a une accalmie, peut-être une prise de responsabilité des acteurs. Maintenant, sur le plan des investissements, qu'est-ce qui a été fait? Moi, je suis là depuis ce matin, je discute avec tout le monde. Je suis ahuri, je le savais déjà, mais je le constate de visu, que la région sénégalaise la plus pluvieuse, où la terre est la plus fertile, qui est la région la plus légumineuse, n'a aucune industrie agroalimentaire de transformation. Aucune. Ce matin, quand j'étais à l'université, j'ai acheté les petits sachets de bissap chez une dame très généreuse à 150 francs. C'était tellement bon, c'était tellement bien fait, c'était tellement frais, c'était tellement extraordinaire que le Sénégal, avec un État responsable, qui draineraient des investissements dans ce domaine, aurait pu avoir l'une des meilleures industries agroalimentaires basées en Casamance. Aujourd'hui, quelle est la grande entreprise, publique ou privée, dans la région de Casamance, dans la région de Ziguinchor ou dans Ziguinchor commune? Où est-ce que les jeunes travaillent? Ils sont dans l'oisiveté parce qu'ils n'ont pas un État qui les accompagne. Nous sommes par exemple des libéraux au niveau de Réumi, mais nous sommes des libéraux qui acceptent que dans certains domaines, l'État peut prendre le leadership. C'est ça notre concept de Sénégal d'abord. Je pense qu'on pourra l'occasion d'en parler. Il n'appartient pas au Casamancé de 20 à 25 ans qui n'a pas beaucoup de revenus de mettre en place une entreprise parce qu'il n'en a pas les moyens. L'État doit prendre en charge les richesses qui existent dans cette région, encadrer l'initiative privée pour arriver à des investissements et permettre au Sénégal non seulement de consommer l'existant en termes agroalimentaires, mais d'avoir aussi des capacités d'exportation. Et de ce point de vue, c'est le désert total. On a l'impression que le président Macky Sall, à partir du moment où il n'entend pas des coups de feu dans la commune de Ziguinchor, se dit qu'il est en train de réussir parce que son seul véritable objectif, c'est la paix. Et Idrissa Seck l'a théorisé depuis longtemps. Et quand il sera président, Inch'Allah, il aura l'occasion de l'appliquer. La paix sociale doit être précédée de la paix économique. Parce que c'est une forme de violence d'être jeune, de ne pas avoir de travail. C'est une forme de violence d'être une femme au foyer, de ne pas pouvoir donner à ses enfants à manger. C'est une forme de violence sociale et économique d'être père de famille et d'avoir aucune solution pour sa famille. Et c'est ça le gros problème de la Casamance, c'est ça le gros problème de Ziguinchor. Quand on entre dans cette région, on voit de visu, on n'a pas besoin d'être un grand économiste pour voir tout le potentiel qui tarde à exploser. C'est une région qui pourrait avoir toute une autonomie au point de vue alimentaire, au point de vue économique et être le grenier du Sénégal. Mais on n'en a absolument rien fait depuis 58 ans. Donc nous ne voyons pas la vision du président Macky Sall. Et la vision aujourd'hui du président Idrissa Seck, c'est que la paix sociale qui est en cours doit être précédée et renforcée par une paix économique. Et la paix économique ne peut être donnée aux populations que si l'État du Sénégal les accompagne à avoir la dignité qui leur permette de ne plus tendre la main, de ne plus dépendre des Casamancés ou des Ziguinchorois de l'étranger, mais qu'on puisse vivre ici, dans cette belle ville, dans cette belle commune, dans cette belle région, sans éprouver le besoin d'aller vivre à Dakar pour gagner 50 000 ou 60 000 francs. C'est dommage, c'est un gâchis. Dans la gestion de la paix proprement dite, le président Sall a décidé de changer d'option. Depuis qu'il est au pouvoir, il a prôné pour l'unification du MFDC dans le cadre de la résolution de la crise. Récemment, il a pensé qu'il fallait y aller par étapes, négocier avec chaque faction et au bout, y aller avec tout le monde. Est-ce que finalement, ça ne fait pas un objectif, plusieurs options? Qu'est-ce que ça fait en termes de démarche? Nous, la vision que nous avons, c'est d'abord un respect des acteurs. Le respect des acteurs, c'est d'abord de pouvoir écouter tout le monde, de pouvoir savoir quelle est la commande de tous les acteurs et de pouvoir régler ces problèmes. C'est ça notre première approche. Notre deuxième approche, c'est qu'un État aussi ne doit pas être faible. Autant vous êtes dans l'écoute des acteurs, autant vous devez être dans la protection de votre souveraineté. Et pour nous, cela ne souffre d'aucun doute. Pour le président Idrissa Seck, ça ne souffre d'aucun doute. Si l'accalmie qu'on a actuellement continue, rien n'empêche qu'on arrive à une paix sociale, mais encore une fois, en réglant en amont
le problème des frustrations économiques. Nous, ce que nous voyons dans cette région, c'est que c'est une frustration économique qui ne parvient pas à être contenue et qui explose de façon sociale. Si je peux me permettre un résumé de la situation en Casamance. Donc les acteurs sont là, on les connaît, leur volonté on les connaît, nous n'avons pas la prétention d'aller organiser la MFDC de l'intérieur. Je ne crois pas que ce soit l'option, ou bien alors c'est une option populiste. Mais la vraie option, c'est de parler aux vrais et dignes fils de la Casamance pour leur dire oui à la paix sociale. Nous y travaillons, mais nous allons vous renforcer à travers les investissements économiques que nous allons faire. Nous allons vous renforcer en vous redonnant votre dignité. Nous allons vous renforcer en vous donnant le plaisir de vivre chez vous pour que votre région, votre commune, soit l'une des communes les plus paisibles du pays. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le massacre de Bofa. Le président de la République avait pris un décret à la suite de cet incident ou de ce massacre pour suspendre toute exploitation forestière dans la zone sud. Aujourd'hui, les acteurs ne cessent de crier leur désarroi, leur ras-le-bol face à cette interdiction qui leur prive pratiquement l'exercice de leur seule profession qui est le bois. Aujourd'hui, est-ce que vous, au niveau du Rewmi, vous êtes conscient de cette situation et est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres formes de propositions un peu dans la gestion concertée et intelligente des ressources forestières? Dans notre programme, nous avons clairement écrit que nous allons vers une réglementation stricte de l'exploitation de la coupe de bois. Mais est-ce que vous êtes au courant de ça d'abord? Ce que les artisans vivent en Casamance? Nous en avons les échos, effectivement. Nous avons ici des responsables dans la commune qui nous en ont parlé en amont de notre programme et c'est pour ça que cela a été expressément écrit dans notre programme. Maintenant, ce que le président Macky Sall n'a pas réussi à faire, c'est de trouver un équilibre. Parce qu'il y a un équilibre entre l'introduction et le principe d'exploitation. Vous pouvez réguler, en fait, ça ne se pose pas seulement pour le problème de la coupe de bois, ça se pose pour tous les problèmes du Sénégal. Les gens ont du mal à réguler. Et quand vous régulez, vous n'êtes pas dans une interdiction de principe. On aurait pu comprendre que ce décret constitue un moratoire, c'est-à-dire un temps écoulé durant lequel on prendrait les mesures d'ajustement, mais l'interdiction de principe pérenne ne doit pas être acceptée. Donc nous, la réglementation aura lieu de façon stricte, nous l'avons dit, dans le respect des principes républicains, mais en essayant de trouver un équilibre avec les acteurs pour qu'ils continuent encore une fois de vivre dignement de leur exercice. Mais dans la protection de l'environnement, dans la protection des populations casamançaises, mais aussi dans la protection de leur propre dignité à avoir des revenus et à vivre. C'est une solution possible. Il y a aujourd'hui aussi, il se pose le problème de la mise en valeur des filières comme l'anacarde, comme l'arachide, mais également aujourd'hui l'État a pris l'option peut-être de multiplier un peu les capacités du port de Ziguinchor. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que sur le plan économique, les initiatives prises par le jeune président Macky Sall suffisent à remettre la Casamance sur les rails sur le plan économique? Non. Des fois, quand le président Macky Sall présente son bilan, on a l'impression qu'il en est à la première année ou à la deuxième année de son mandat. Aujourd'hui, on devrait se dire, la question devrait être, est-ce qu'à la fin de son mandat de 7 ans, toutes ces initiatives prises en matière économique et commerciale ont donné un résultat? Si aujourd'hui il en est à la phase d'annonce, c'est qu'il n'a absolument rien fait. Nous pensons, nous, et c'est dans notre programme, qu'il faut des programmes d'investissement spécifiques à la Casamance. Non pas parce que la Casamance est spécifique dans la République du Sénégal, mais parce que la Casamance a des demandes économiques qui sont spécifiques. Et dans notre programme, nous l'avons décliné sous le terme d'inégalité juste. Vous pouvez avoir 2 enfants, vous les aimez de la même façon, mais l'un a besoin de 3 sucres pour prendre son café, l'autre a besoin de 5 sucres, selon ses besoins. Cette inégalité juste-là consiste à donner à chacun proportionnellement à ses besoins. Aujourd'hui, la Casamance est un terreau. Si la Casamance reçoit plus du gouvernement du Sénégal, la Casamance va restituer plus à la République du Sénégal. Parce qu'elle fait partie des enfants, des filles du Sénégal qui ont une vraie capacité de restitution. Ce qui se passe ici, cette filière anacarde par exemple, qu'on ne parvient pas à mettre sur orbite. J'en ai discuté récemment avec l'un de mes amis, Dr Cheikh Tidiane Dièye, que vous connaissez, qui connaissez certainement, qui fait ici un travail extraordinaire, qui par exemple, lui, a beaucoup fait de missions dans les pays asiatiques et en Côte d'Ivoire, et qui voit la façon dont cette filière est exploitée, qui a mis en place un projet
qui n'a jamais pu trouver le financement nécessaire parce que l'État n'était pas prêt à accompagner. Dans tous les pays émergents, pour des projets de cette envergure, l'État doit mettre en place un système de financement. Ils ont mis en place le fonds 6 et le fonds GIP. Aujourd'hui, l'un de leurs résultats, l'un de leurs impacts aurait pu être de dire au moins l'une de ces filières porteuses, comme l'anacarde ou la mangue, a été encadrée au point que le Sénégal est non seulement autosuffisant, mais le Sénégal a des capacités d'exportation. Si 7 ans après on a ce débat, c'est parce qu'absolument rien n'a été fait. Sur le diagnostic, on n'a pas besoin d'être un grand économiste pour voir les potentialités de la région. Et encore une fois, ce qui choque, c'est que non seulement on n'exporte pas, mais même en termes de transformation des produits agro-industriels, on n'a pas encore cette autosuffisance, y compris en Casamance. Ce matin encore, on m'a dit, les légumes viennent encore de Dakar. C'est totalement incroyable par rapport aux potentialités. Moi, j'ai l'impression, ça c'est un point de vue personnel, que depuis qu'il y a une crise en Casamance, les gens ne réfléchissent plus en termes d'économie, ils réfléchissent en termes de gestion du conflit social. Et tant qu'il n'y a pas des morts, tant qu'il n'y a pas des balles qui crépitent, les États considèrent qu'ils sont en train de réussir en Casamance. Donc le statu quo d'une certaine accalmie correspond pour eux à une victoire, à une gestion de la paix. Alors que la vraie gestion de la paix, quand vous avez des hommes et des femmes, c'est encore une fois de leur donner la dignité économique de vivre. Sans cette dignité économique, la Casamance va rester vulnérable. Et c'est ça la proposition du candidat Idrissa Seck, qui encore une fois ne va pas faire de la Casamance une zone spéciale, mais va faire des investissements spécifiques en Casamance, parce que la Casamance est une fille altière, est une fille qui a beaucoup d'opportunités et de potentialités et qui va les lui rendre au centuple. Vous êtes également en Casamance, vous avez parlé des potentialités touristiques, potentialités économiques. On sait que la Casamance est une zone également potentiellement riche sur le plan touristique, avec beaucoup d'hôtels. Le président de la République, dans sa politique de relance du secteur touristique, a fixé la Casamance zone touristique spéciale d'intérêt national. Des mesures ont été prises, notamment avec l'exonération des taxes fiscales. Aujourd'hui, les mesures tardent à entrer en vigueur selon les acteurs que nous avons interrogés dans le Cap Skirring, également dans le Kafountine. Est-ce que vous pensez que la solution passait par justement l'exonération des taxes par les investisseurs, ou qu'il y a d'autres alternatives, d'autres possibilités qu'il fallait privilégier en les places de cette mesure qui, il faut le dire, a mis à genoux également certaines collectivités locales qui tiraient essentiellement le revenu du secteur touristique? Là, vous posez plusieurs questions. Vous posez la question de la décentralisation, on peut en parler tout à l'heure, et vous posez la question des incitations. Les incitations fiscales telles que faites par le président Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir ne sont pas particulièrement efficaces. Il a toujours tendance à exonérer les riches et il a toujours tendance à surtaxer les pauvres. Dans le cas d'espèce, les exonérations fiscales auraient dû être des mesures importantes. Mais vous le dites vous-même, et on l'a constaté sur le terrain, il y a un problème de mise en œuvre. Ça veut dire qu'entre la promesse et la mise en œuvre, il y a un problème. Vous faites aussi allusion à la décentralisation. Ils ont mis en place récemment la contribution, la SEL, qui fait que la plupart des communes qui bénéficiaient par exemple des patentes, comme la commune de Rufisque que je connais le mieux parce que je suis élu municipal là-bas, n'en bénéficient plus. Cela est lié à la tension de trésorerie qu'on a au niveau national. Au point que même si dans leur intention, si dans leur directive, il y avait des possibilités d'exonération, ils ont tendance à revenir sur ces décisions parce qu'ils ont besoin d'argent frais pour payer les salaires et pour payer les petites et moyennes entreprises qui ont une dette intérieure. Mais pour revenir sur le cas du tourisme, c'est vrai que l'absence de paix sociale définitive est un handicap. Mais le problème qui se pose n'est pas spécifique à la Casamance, c'est un problème global. Ils nous ont toujours proposé l'objectif d'atteindre 1 million de touristes par année. Ils n'y sont jamais arrivés. Et dans notre programme, c'est ce que nous avons appelé casser le plafond de verre. Casser le plafond de verre équivaut à mettre en place un certain nombre de règles, y compris les exonérations fiscales, qui nous amènent à 2 millions de touristes au niveau national à l'horizon 2025. C'est la proposition du président Idrissa Seck. Comment le faire? Moi, quand je suis arrivé par avion ce matin à Ziguinchor, on a fait 40 minutes. Vous avez à peine le temps de lire un article de journal, vous y êtes. Ça veut dire que le problème de la distance peut être résolu. Mais si vous êtes, moi j'ai payé 100 000 francs, c'est pas un secret de le dire. Mais si vous aviez ce vol-là à 45 000 francs, à 50 000 francs, récemment j'ai été au Cameroun, si je ne m'abuse, Douala et Yaoundé sont plus distants et j'avais payé le billet à 65 000 francs, si je ne m'abuse, je parle de mémoire. Mais si on parvenait à faire en sorte que
le prix du billet soit grévé. Pour que le Sénégalais moyen, au lieu de perdre une journée à venir en Casamance, en passant par la route, puisse se dire, je suis à 35 minutes, je suis à 45 minutes de Ziguinchor et je vais payer 50 000 francs pour y arriver. On pourrait avoir un vol, 2 vols, 3 vols, 10 vols de Air Sénégal entre Dakar et Ziguinchor. Parce que Ziguinchor serait un pôle économique et Dakar serait un pôle économique. Et ce matin, je donnais l'exemple à l'un d'entre vous, c'est un exemple que je connais, entre Genève et Paris. Je parle de Air France, je ne parle même pas des autres compagnies. Entre Genève et Paris, c'est 1 heure de vol. Il y a 10 vols Air France par jour entre Genève et Paris. Ce n'est pas les mêmes pays, mais ce sont 2 pôles économiques. Si Idrissa Seck fait tous les investissements nécessaires pour que les fils de Casamance restent en Casamance en y travaillant, que les billets d'avion ne sont pas chers, et qu'on travaille aussi à décompresser, à décentraliser davantage, le pont est déjà un acquis, je pense qu'il y aura une convergence vers la Casamance qui pourrait facilement booster l'économie du pays. Donc, quand nous disons, nous, objectif 2 millions de touristes à l'horizon 2025, la Casamance y occupe une place importante à travers au moins d'un levier, renforcer la paix sociale existante, et là nous avons de l'espoir, faire les investissements spécifiques pour la Casamance et continuer à faire les détaxes, la diminution des prix du billet et faire une politique d'incitation extrêmement importante. Donc c'est faisable. On est presque au terme de notre émission, Dr. Déjà. On va juste un peu évaluer les programmes spécifiques que le chef de l'État déroule en Casamance. C'est le PPDC, le projet pour le développement de la Casamance, c'est le PUDC, c'est le PUMA, même si c'est pas spécifiquement. Mais c'est pour quel résultat? C'est ça la question. Justement, je vais vous poser la question, quel est l'impact de ces programmes? Moi, je les vois pas. Quelquefois, un peu se confondent dans leur mission. Moi, je vois pas. Déjà, il n'y a pas un problème de cohérence, parce que le PSE, de façon générale, n'a pas de cohérence. En fait, le PSE, c'est un grand soupoucagné. Ils ont fait un document, et à chaque fois, même quand ils inaugurent la mosquée de Guédiawaye, comme hier, ils vont dire que c'est un résultat du PSE. S'ils viennent ici, qu'ils vous trouvent dans l'immeuble, ils vont vous mettre de la peinture bleue, ils vont dire que c'est un PSE. Donc, entre les histoires de PUMA, de PUDC, il n'y a pas de cohérence. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, c'est vous-même qui vivez ici. Au-delà de toutes les grandes théories économiques, est-ce qu'il y a un impact social et économique de ces projets? Non. Et c'est pour ça que je vous disais que tant qu'il y a ce semblant de paix sociale, ils ont l'impression d'avoir réussi. Ce qui les intéresse, c'est d'en avoir que l'accalmie, histoire de pouvoir dire que quand j'ai été là, des personnes n'ont pas été tuées, des balles n'ont pas crépité. Ils ne vont pas faire leur évaluation sur la base des entreprises qui ont été mises en place, des industries de transformation qui ont été mises en place, sur la réduction du pouvoir d'achat. Ils ne vont pas faire leur évaluation sur ça, parce que ça ne les intéresse pas. Est-ce que justement, il ne faut pas auditer ces programmes qui consomment des milliards, mais justement, qui ne sont pas. Mais j'espère que les Sénégalais nous feront confiance. Effectivement, ça sera évalué, ça sera audité, mais surtout, ne comptez pas sur nous quand même pour faire la chasse des sorcières. On n'a pas le temps, on a un pays à faire développer, on a une région à faire sortir de la pauvreté. Nous allons davantage insister sur les programmes que nous-mêmes nous allons mettre en place plutôt que sur une chasse aux sorcières, parce que la Casamance mérite mieux. Docteur Abdourahmane Diouf, on vient de boucler l'heure de débat, c'est très passionnant. Peut-être je vais vous laisser quelques minutes vous dire bonjour. On peut lancer un appel aux Ziguinchorois que vous suivez en ce moment. Alors, j'ai été très content. En espérant que je n'ai pas fait tirer les oreilles par le CNRA. non, c'est un appel de générosité de cette région belle, jolie, avec des gens extrêmement sympathiques, prêts à travailler pour leur pays, mais qui sont des fois l'objet d'enjeux et de convoitises qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. C'est comme tout à l'heure je disais sur le dialogue politique. La Casamance est devenue un sujet de dissertation. Et les hommes politiques pensent qu'en dissertant sur la Casamance, ils ont réglé le problème de la Casamance. Donc on est tous dans la théorie. Et c'est ça la nouvelle approche, que nous voulons apporter. Et les investissements qu'on va faire en Casamance ne sont pas des investissements émotionnels. On ne va pas faire ces investissements pour qu'on nous dise « Ah oui, vous aimez la Casamance ». Pour ne pas avoir le sourire des Casamancais. Non. Parce que c'est un besoin économique pour la région et c'est un besoin économique pour le pays. On ne peut pas avoir une région aussi porteuse que j'appelais tout à l'heure la fille altière. La Casamance, c'est une fille altière. Vous allez lui donner 10, elle va vous rendre 100. C'est mathématique. C'est visible. Vous ne pouvez pas avoir une fille aussi altière et ne pas la traiter correctement.
Donc nous n'allons pas être dans les investissements émotionnels. Nous n'allons pas être dans la gestion casuistique de la paix. Nous n'allons pas être dans la dissertation du dialogue politique et du dialogue social en Casamance. Nous allons investir parce que nous allons aller vers la vraie émergence. Et dans cette émergence, la Casamance est un atout. Maintenant, vous voyez, vous, le géopolitique qui est en train d'exister. Depuis le temps que les hommes politiques dissertent sur la Casamance, quelles ont été les solutions concrètes? Non, il n'y en a pas de solution concrète. Vous avez parlé tout à l'heure du cas de votre maire. Ce matin, en venant, je lisais un article. Je ne sais pas si c'est confirmé ou non, qu'il vient de bénéficier de, je ne sais pas, 5 milliards d'investissements de Cheko. Oui. Vous avez vu ça? C'est confirmé. Alors, pourquoi, pendant ces 7 ans, quand le maire de Ziguinchor n'était pas au pouvoir, la Casamance n'a pas bénéficié de ces investissements? Pourquoi? Maintenant, il a rejoint le camp présidentiel, ça fait 1 mois. La Casamance a 5 milliards. Mais est-ce que vous pensez que c'est du respect? On ne peut pas dire qu'on respecte le Casamancé pour ça. On ne va pas dire on donne au Casamancé un projet de 5 milliards parce que le maire est avec nous. S'il n'est pas avec nous, on ne le lui donne pas. Le président de la République, il est élu par tout le monde, y compris par ceux qui n'ont pas voté pour lui. Même si la Casamance est rebelle, même si la Casamance ne lui donne pas ses voix, il est élu, il est président de la République du Sénégal. Et malheureusement, cette façon de faire, elle n'est pas spécifique à la Casamance. Moi, j'habite dans une ville où toutes les mairies ont été perdues par la paire à l'époque, et c'est une ville qui ne bénéficie d'absolument rien du tout du pouvoir en place. Est-ce que c'est de la grandeur? Est-ce que c'est de la vision d'avoir ce genre de comportement, de discriminer les territoires et les communes en fonction de leur vote? Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que quand vous dites lundi prochain vous aurez 5 milliards parce que votre maire a rejoint le camp présidentiel, est-ce que vous pensez qu'on l'a fait pour vous? On ne le fait pas pour vous. On le fait pour des raisons purement électoralistes. Alors que cet argent vous appartient. La Casamance, encore une fois, est une fille altière. Le président Idrissa Seck l'a compris. Je serai un avocat de la Casamance. J'espère, sans faire de la politique politicienne, qu'ils parviendront à lire. Parce que je vais en terminer par là. Nous avons fait un programme béton. La vision 1, 3, 15, 45 du président Idrissa Seck. 1 pour le Sénégal d'abord. Quand Idrissa Seck sera président, pour chaque décision qu'il doit prendre, pour chaque contrat qu'il doit signer, il va se poser une seule question. Est-ce que la décision que je suis en train de prendre est dans l'intérêt des Sénégalais? Si la réponse est positive, il fonce. Si la réponse est négative, il ne le fait pas. 3 axes programmatiques. Gouvernance, Yorine Boussel. Parce que Yorine Bifinek Selloul. Parce que Yorine Boussellon, tu ne vas pas attendre que M. Baldé arrive à Benno Bokoyakar pour lui donner des projets de financement. L'économie, qui doit être le moteur de notre développement, et les questions de sécurité extérieure et intérieure. Les 15 visions programmatiques. Le Sénégal qui doit être ambitieux. La Casamance aujourd'hui n'est pas ambitieuse. Mais ce n'est pas que la Casamance n'est pas ambitieuse en elle-même, mais c'est que l'État ne lui donne pas les moyens de son ambition. Vous ne pouvez pas avoir des mangues, des goyaves, de l'anacarde qui pourrissent sans pour autant avoir une seule unité industrielle de transformation agroalimentaire dans la région. Donc ce manque d'ambition n'est pas une manque d'ambition intrinsèque, c'est parce que l'État qui devait soutenir la Casamance n'est pas en mesure de lui tendre la main. Et comme ça, un Sénégal qui doit être fier, un Sénégal qui doit être respecté, un Sénégal qui doit être connecté du point de vue numérique, etc. etc. Et finalement, nous avons développé 45 thèmes, dont le tourisme dont vous avez parlé, la sécurité intérieure, les forces de défense et de sécurité, l'agriculture, etc. Donc nous avons travaillé sur un programme béton, c'est du lourd. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, c'est du sérieux. Et on a l'habitude de dire qu'au Sénégal, on ne vote pas pour un programme, qu'il n'y a que les intellectuels qui s'intéressent à un programme. Nous avons essayé de jouer le jeu du programme. Au-delà du coefficient personnel de notre candidat, qui peut lui amener des votes, nous pensons que les idées que nous défendons dans notre programme peuvent nous apporter des votes et nous être utiles dans la collecte des suffrages. Aujourd'hui, ces 15 visions patriotiques dont je vous ai parlé sont traduites dans toutes les langues du Sénégal. Vous les retrouvez partout sur Facebook, en Wolof, en Soninké, en Djola, en Peul, en arabe. Parce que nous voulons établir une communication avec le peuple, pour que les gens ne votent pas suivant la taille des uns et des autres, suivant les lunettes que les uns et les autres portent, mais suivant le projet qu'on leur présente. Le projet, ce ne va être « je suis le plus beau ». Le projet, c'est de dire « voici la vision que j'ai pour le Sénégal ». Et cette vision 1, 3, 15, 45, que malheureusement, on n'a pas pu présenter aujourd'hui à l'université de Ziguinchor pour les raisons que vous connaissez, nous les tenons à la disposition du peuple sénégalais dans les prochains jours.
Je suis dans un média, je ne sais pas si vous êtes privé ou communautaire, j'ai pas eu le temps de me renseigner. Il y a service privé. Dans notre programme, il y a une importante partie sur l'audiovisuel et la presse. Nous avons dit qu'il faut dynamiser les entreprises de presse. Et pour cela, toutes les entreprises publiques de presse, comme la RTS, comme le Soleil, vont être déconnectées de la publicité. Et que cette manne financière, qui constitue des milliards, va être directement réorientée vers le privé. Bon, naturellement, pour faire vivre le privé, on va demander un petit pourcentage de 5% par exemple à reverser au trésor public pour que les médias publics continuent à exister. Mais avec cette expérience, vous allez voir que tous les médias privés, toutes les radios privées, et je l'espère votre radio Génération 83+4 en fera partie. Ce sont des idées novatrices qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre. Mais le président Idrissa Seck a pris la décision de les mettre en œuvre. Parce que le Sénégal ne doit pas continuer à fonctionner comme elle fonctionne depuis 1960. Moi, la phrase qui m'énerve le plus au Sénégal, c'est quand on dit « ça a toujours été comme ça ». Si un Français vous dit « ça a toujours été comme ça », il n'y a pas de problème parce qu'il est dans une bonne situation. Le statu quo n'est pas un problème. Mais vous ne pouvez pas être dans les 25 pays les plus pauvres du monde et ne pas vouloir le changement parce que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a été médiocre, ça a été nul. Et parce que ça a été médiocre, ça a été nul, ça ne doit pas continuer à être médiocre et à être nul. Et là, il faut un leadership fort comme celui du président Idrissa Seck. Merci, Dr Abdourahmane. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes très honorés véritablement de recevoir dans ce studio. Tout le plaisir est pour et moi. en témoignent les milliers d'auditeurs des milliers de personnes qui sont sur les réseaux sociaux de la France, de la diaspora, du reste du pays qui vous adressent leurs félicitations et remerciements. Je pense que vous aurez l'opportunité de revoir cette émission sur YouTube et sur également Facebook. Dr Abdourahmane Diouf, nous sommes très reconnaissants de ce que vous avez fait comme effort et merci vraiment d'avoir le privilégié, c'est moi. Le privilégié, c'est moi qui suis venu ici. J'en profite vraiment avec toute l'hospitalité. Tout à l'heure, j'ai rigolé, je disais que le recteur a annulé la conférence, mais avec le repas que j'ai pris moi à 13h, rien que le repas valait la peine de venir à Ziguinchor. Donc nous leur disons tout notre attachement, tout notre amour. Ils ont le bonjour du président Idrissa Seck qui récemment a passé ici 21 jours quand même. 21 jours. Ouais. C'est pour ça que ceux qui disent que Idrissa Seck est dans un silence profond, ils n'ont rien compris. Ils verront le résultat le 24 février. Merci beaucoup, Dr Abdourahmane Diouf. Je rappelle que cette émission sera rediffusée demain à partir de 11h. Merci également à Patrice Mendy, mais également à Sissa Okoli, responsable des programmes, qui a bien voulu nous donner cette émission, mais également à Chamsidine Sané qui nous a aidé dans la réalisation. Bonne suite des programmes sur Génération FM.